Bonjour mes chers élèves, dans cette vidéo on va corriger l'activité sur la comparaison de deux manèges. Donc l'idée c'est de comparer le Osiris du parc Astérix avec le Rock'n'Roller Coaster de Disneyland Paris. Ces deux attractions sont un peu les attractions phares de chacun des parcs, donc on va essayer de voir comment elles fonctionnent en termes d'énergie et de voir que ces deux attractions ont en fait des fonctionnements assez opposés en termes d'énergie. Pour la partie A, on va commencer par l'étude du Rock'n'Roller Coaster et la première question nous demande le mouvement du train entre les points A et B. Alors les points A et B, c'est le lancement du train qui est lancé sur des rails horizontaux. La vitesse du train augmente de façon progressive. On a donc un mouvement qui va être rectiligne et accéléré. Entre les points B et C, le chariot monte dans le premier looping, qu'on va considérer comme étant circulaire. Donc le mouvement va être circulaire et décéléré, parce que, étant donné que le chariot monte, il va ralentir progressivement. Pour la question suivante, on nous demande de calculer la masse totale du train, donc c'est-à-dire la masse des wagons plus la masse de tous les passagers. On a un wagon qui pèse 6,5 tonnes, oui, 6500 kg, c'est assez énorme, et on a 24 personnes qui vont peser, on va considérer 70 kg chacune, ce qui nous fait une masse totale du train de 8180 kg. C'est énorme, on a un wagon qui va faire quasiment 10 tonnes. Ça, c'est pas possible Dans cette attraction. Alors pourquoi une masse aussi élevée? C'est normal en fait, le but c'est de communiquer un maximum d'énergie à ce train pour que les frottements soient négligeables. En fait, il n'y a pas de moteur dans le train, c'est uniquement l'élan de départ qui va lui permettre de faire l'intégralité de l'attraction. Donc on a une masse aussi énorme pour compenser l'action des frottements. Pour la question 4, on nous demande de calculer l'énergie cinétique du train. Donc je rappelle que l'énergie cinétique c'est 1/2 de mv au carré. Donc ici on a une masse de 8180 kg et une vitesse qu'on va considérer étant la vitesse maximale de 90 km/h. Pensez bien à convertir cette vitesse en mètres par seconde. Pour ça, je vous rappelle, on prend la vitesse en km/h et on va la diviser par 3,6 qui nous fait ici 25 mètres par seconde. Pour l'énergie totale, on va donc avoir ECB égale 1/2 fois 8180 fois 25 au carré et ça nous fait 2 556 250 joules. Pour la question 5, on nous demande de rappeler la formule permettant de calculer l'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. La question suivante, on vous demande de calculer cette énergie mécanique. Alors au point B, l'altitude du train est de 0, ce qui nous donne une énergie potentielle égale à 0. Et donc l'énergie mécanique, en fait, c'est uniquement l'énergie cinétique du train. Et donc on retrouve la valeur précédente, 2 556 250 joules. La question 7, on nous demande l'énergie potentielle de pesanteur. Donc je rappelle, EPP au point C, c'est la masse fois G fois l'altitude du point. Donc ici, MT fois G fois ZC. La question 8, c'est l'application numérique de la formule précédente. Donc MT vaut toujours 8180 kg. G, l'intensité de pesanteur, c'est 9,80 Newton par kg. Et le point C, donc le haut du premier looping, est à 25 mètres. On obtient donc une énergie potentielle de pesanteur en ce point de 2 6145 joules. Pour la question 9, on nous demande de calculer l'énergie mécanique au point C. Alors comme les frottements sont négligés pour cette partie de l'attraction, on sait que l'énergie mécanique se conserve, ce qui veut dire que l'énergie mécanique en C, c'est la même que l'énergie mécanique en B, et donc on retrouve les 2 556 250. Pour la question 10, on nous demande de déterminer l'énergie cinétique. Donc l'énergie mécanique que l'on connaît, c'est énergie cinétique plus énergie potentielle de pesanteur. Donc en passant l'énergie potentielle de pesanteur de l'autre côté, on obtient énergie cinétique égale énergie mécanique moins énergie potentielle de pesanteur. On retrouve les valeurs des questions précédentes, ce qui nous donne au final une énergie cinétique de 550 105 joules.
La question 11 est un peu plus difficile en termes de calcul. On nous demande la vitesse du train en ce point. Alors pour ça, on doit partir de l'énergie cinétique. On sait que c'est 1/2 de mv carré. Donc v au carré, c'est 2 fois l'énergie cinétique en c sur la masse du train. Et donc on arrive à une vitesse qui est égale à la racine de 2 ECC sur mt. On connaît les valeurs, l'énergie cinétique c'est 550 105 joules, la masse du train 8180 kg, et donc si on fait le calcul, on trouve 11,6 mètres par seconde, soit, si je reconvertis en km/h, environ 42 km/h. Donc le train, quand il arrive en haut du looping, n'est pas complètement arrêté, heureusement, sinon il pourrait repartir dans l'autre sens, donc il garde quand même une certaine vitesse en ce point-là, l'énergie cinétique n'est pas égale à 0. Pour la partie B, ensuite, on passe à l'étude de Osiris, alors qu'un fonctionnement un peu différent cette fois. Le chariot va monter progressivement grâce à une crémaillère et va être lâché avec une vitesse nulle d'une hauteur de 40 mètres. Pour la question 12, comme pour le cas du Rock'n'Roller Coaster, on nous demande de calculer la masse de notre train, donc c'est toujours la masse du wagon plus la masse des passagers. Alors cette fois il y a 32 passagers, on a un wagon qui est aussi un peu plus léger, qui fait seulement, façon de parler, 6 tonnes, donc 6000 kg. On obtient donc une masse totale du train de 8240 kg. On voit que les masses sont à peu près équivalentes entre ces deux attractions. Question 13, on nous demande l'énergie potentielle de pesanteur du train au point D. Donc l'énergie potentielle de pesanteur, c'est toujours la masse fois G fois l'altitude Z avec une masse de 8240 kg, une intensité de pesanteur à 9,80 Newton par kg et une hauteur, ce que je disais juste avant, de 40 mètres, soit une énergie potentielle de pesanteur au point D de 3 233 376 joules. Donc là on est sensiblement supérieur à l'énergie qu'on avait calculée pour le Rock'n'Roller Coaster. La question 14 est un peu moins guidée, mais on va réutiliser des éléments qu'on a vus dans les questions précédentes. On vous demande directement de calculer l'énergie cinétique du train au point E. Alors on sait que l'énergie mécanique en D, c'est l'énergie cinétique en D plus l'énergie potentielle en D. Or on a une vitesse en D, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est lâché sans vitesse initiale, donc la vitesse c'est 0 mètres par seconde. Donc l'énergie cinétique ici est nulle. On a une énergie mécanique qui est égale à l'énergie potentielle de pesanteur, soit 3 233 376 joules. Comme les frottements sont négligés ici, on sait que l'énergie mécanique va se conserver, donc l'énergie mécanique du point E en bas de la descente, c'est la même que l'énergie mécanique au point D en haut de cette descente. Donc on retrouve une énergie mécanique en E de 3 233 376 joules. On sait que l'énergie mécanique c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur en E. Or au point E, on est retombé à l'altitude 0, donc l'énergie potentielle en ce point-là vaut 0. On a donc une énergie mécanique qui est uniquement de l'énergie cinétique. On sait que l'énergie cinétique c'est 1/2 de mt fois VE au carré, et c'est égal toujours à 3 233 376. Donc la question suivante, dans la suite logique, on va vous demander la vitesse. Je reprends la formule qu'on a démontrée à la question 11, vitesse en E c'est égal à la racine de 2 fois l'énergie mécanique en E divisé par la masse du train, avec les énergies et masses qu'on a ici, et on obtient un résultat de 28 mètres par seconde, soit environ 101 km/h. Alors 101 km/h, on trouve une vitesse qui est beaucoup plus élevée que celle annoncée. On vous dit que l'attraction va maximum à 90 km/h. Ça fait quand même 11 km/h d'écart, ça paraît assez énorme. À quoi c'est dû? C'est lié au fait que les frottements finalement ne sont pas négligeables pour cette descente. On va avoir les frottements de l'air, on va avoir les frottements du chariot qui font qu'il y a une grosse déperdition d'énergie, et donc le train va arriver en bas avec une vitesse inférieure à celle qui était prévue. Pour la partie C, c'est la conclusion de cette activité. On va comparer un petit peu nos deux attractions. Et donc on voit que les deux masses de chariot sont à peu près les mêmes. Les gammes d'énergie, même si Osiris a une énergie un peu plus forte, sont à peu près les mêmes. Alors qu'est-ce qui va distinguer ces deux attractions? Le Rock'n'Roller Coaster, son énergie mécanique initiale, elle lui est fournie sous forme d'énergie cinétique. Le train est en bas, on lui donne énormément de vitesse et le train va monter dans l'attraction. Pour Osiris, c'est l'inverse. Le train commence à l'arrêt, mais commence avec une énorme altitude. Et donc l'énergie lui est communiquée sous forme d'énergie potentielle de pesanteur. Dans les deux cas, on a une énergie mécanique initiale, mais qui va être soit sous forme d'énergie cinétique pour le Rock'n'Roller Coaster, soit sous forme d'énergie potentielle de pesanteur pour Osiris.
Voilà, une fois de plus, j'espère que ma correction était claire, j'essaye de détailler un maximum, hein. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à m'envoyer un message, soit à laisser un commentaire, ça peut être aussi un moyen d'échanger et de répondre à vos questions. Malheureusement, le confinement ne nous permet pas de le faire, mais je vous conseille, si vous avez l'occasion, d'essayer ces deux attractions. L'une comme l'autre, elles sont absolument géniales, on fait plein de sensations fortes. C'est vraiment un bonheur de faire ces deux attractions-là. Bon courage pour la suite de votre travail, et je vous dis à très bientôt.